suivez la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition de nouvelles. En titre de ce jeudi, le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, a plaidé en faveur de la restitution de la dette de l'indépendance d'Haïti et de la transformation de la mission multinationale de soutien à la sécurité en une opération de maintien de la paix sous mandat onusien lors de la 79e Assemblée générale de l'ONU ce jeudi. M. Edgar Leblanc-Fils, dans son intervention à la tribune des Nations Unies ce jeudi, a salué les citoyens pour leur solidarité envers les migrants haïtiens, notamment ceux résidant à Springfield, Ohio, victimes des allégations racistes de l'ex-président Donald Trump. Le secrétaire d'État américain a annoncé mercredi 160 millions de dollars supplémentaires pour soutenir la PNH lors d'une réunion à New York. Et puis, le Conseil national des télécommunications a organisé jeudi un atelier sur la signature électronique en Haïti. Restez branchés, les détails c'est après la pause. De Rochef, bonsoir, bienvenue dans le développement du journal. Et on démarre cette édition de nouvelles avec l'intervention du président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, à la 79e Assemblée générale des Nations unies ce jeudi. Lors de son allocution, il a déploré la violence et l'insécurité qui plonge Haïti dans une crise socio-politique et économique profonde. Il a souligné que la priorité des dirigeants haïtiens demeure le rétablissement de la paix et de la sécurité, conditions essentielles pour l'avenir du pays. M. Leblanc-Fils a également réclamé la restauration de la dette de l'indépendance d'Haïti en insistant sur le fait qu'Haïti ne demande pas la charité, mais exige justice, respect de sa dignité et de ses droits. Écoutons ces déclarations au micro de Vladimir Prédeville et Joseph-Philippe François. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Il exige de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. Plus loin, le président du Conseil présidentiel de transition a évoqué les lourdes conséquences des précédentes missions internationales en Haïti qui ont profondément marqué la société. Il a plaidé à la tribune des Nations unies pour une réflexion approfondie visant à transformer la mission multinationale de soutien en Haïti en une véritable opération de maintien de paix sous mandat onusien dans le but de restaurer la crédibilité de ces interventions et apporter des solutions durables au pays. Suivons ces déclarations. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des 3 dernières décennies, notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparation pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies.
Toujours dans l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, accompagné du conseiller président Leslie Voltaire, du Premier ministre Gary Coney et de la chancelière Dominique Dupuis, a participé jeudi à une rencontre bilatérale avec le président kenyan William Ruto. Les discussions ont porté sur la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Lors d'une réunion tenue mercredi à New York, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé à une coopération internationale pour aider Haïti à résoudre la crise sécuritaire. Il a insisté sur la nécessité pour que d'autres États soutiennent la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. M. Blinken a annoncé que les États-Unis ont octroyé 160 millions de dollars supplémentaires pour aider la police nationale haïtienne à investir de la prévention de la violence au sein de la communauté et à restaurer la stabilité dans le pays. Pour sa part, le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, il a indiqué que 80% du département de l'Ouest et une grande partie de l'Artibonite sont sous le contrôle des gangs armés. M. Leblanc-Fils a mis en avant les progrès réalisés depuis avril 2024 grâce à la coopération internationale et caribéenne. Il a également évoqué les efforts déployés pour réformer la constitution haïtienne et préparer les élections démocratiques prévues pour fin 2025. Il a insisté sur la nécessité d'augmenter le personnel et l'équipement pour relever les défis sécuritaires du pays. Autre dossier, le Conseil national des télécommunications a organisé jeudi un atelier sur la signature électronique en Haïti. Le directeur général du CONATEL, Joseph Jean-Baptiste, a expliqué que l'introduction de cette signature électronique répondra aux besoins des institutions dans le pays. Suivons sa déclaration au micro de Hirsch Résil et Michael Franz Stevens. Depuis plusieurs années, le développement des technologies numériques prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde entier, transformant les systèmes économiques, les méthodes de travail, ainsi que les échanges commerciaux et administratifs. En Haïti, nous avons mis l'accent l'année dernière sur le haut débit. La raison pour laquelle on a mis l'accent sur le haut débit, c'est parce que nous savons que c'est l'infrastructure de base, si on veut parler de transformation numérique. Et le thème que nous avons retenu pour cet atelier n'est pas anodin vers l'implémentation de la signature électronique pour une transformation numérique efficace. La première étape consistait à consolider la base, à avoir le haut débit bien réparti dans le pays. Et grâce aux efforts qui ont été déployés, nous avons le haut débit non seulement par voie hertzienne, par fibre optique et par satellite. La couverture en haut débit dans le pays ne cesse de croître, ce qui permet de passer à un étage supérieur, à un autre niveau, au niveau de services qui peuvent transformer la vie de chaque citoyen ici. Parlons à présent de santé. Le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Georges Fils-Brignol, a quitté le pays à destination de Washington d'ici jeudi pour participer à la 47e réunion du Conseil du développement humain et social de la CARICOM qui se tiendra du 27 au 28 septembre sur la santé. Il profitera de l'occasion pour rencontrer des figures internationales importantes responsables d'organisations internationales de santé, dont Jarbas da Silva, directeur de l'Organisation panaméricaine de la santé. Autre dossier, une séance de travail a été organisée mercredi entre le conseiller président Smith Augustin et le directeur général de l'Office national d'identification, Renaud Garrier. M. Smith Augustin, sur son compte X, a indiqué que lors de cette rencontre, ils ont évalué le système national d'identification qui compte déjà plus de 5 millions de cartes d'identité enregistrées qui ont été transmises au Conseil électoral provisoire. En ce qui concerne l'insécurité, 3 individus ont été abattus lors des échanges de tirs avec les agents des forces de l'ordre et 30 personnes ont été arrêtées dans le Nord au cours des 2 dernières semaines, selon ce qu'a annoncé la police nationale. De plus, 2 armes à feu, 2 armes blanches et plusieurs cartouches ont été confisquées. De notre côté, des agents de l'unité tactique anti-gang et de la brigade d'opération et d'intervention départementale ont été déployés mercredi dans la commune de Semar. Ce déploiement, salué par les membres de la population civile, vise à renforcer la présence des forces de l'ordre dans cette zone ciblée par les gangs armés de Pont-Sondé.
La Caisse d'assistance sociale a lancé jeudi 2 journées d'ateliers de formation à l'intention de ses employés autour du thème « Éthique et intégrité » avec pour formateurs les responsables de l'unité de lutte contre la corruption. À cette occasion, le directeur du CAS, Elinor Desvallons, a souligné que le contexte actuel exige que les institutions œuvrent pour rétablir la confiance de la population, laquelle s'attend à la transparence. Suivons-le au micro de Yasmine Sano et Maxoni Orissin. Nous vivons une époque où les attentes des citoyens envers les institutions, qu'elles soient publiques ou privées, sont élevées. Il est donc impératif que nous répondions à ces attentes en instaurant des pratiques qui renforcent la confiance et l'efficacité dans la gestion des affaires publiques. Cette session de formation est dédiée aux cadres et aux employés de la CAS, qui se veut un signal fort, annonciateur d'une série de mesures tendant à redonner à notre chère institution sa lettre de noblesse. La CAS s'engage non seulement à publier des informations, mais établir des canaux de communication clairs et accessibles permettant à chaque acteur, qu'il s'agisse des employés ou des particuliers prenants externes, comprendre comment et pourquoi certaines décisions sont prises. La transparence au sein de la CAS sera la boussole qui légitimise et guide toutes nos actions. Les projets en cours, notamment le projet Marché contre. Une telle initiative est nécessaire pour démontrer que nous sommes engagés à faire preuve d'honnêteté et d'ouverture. L'éthique, quant à elle, va au-delà des simples règles et règlements. Elle est le reflet des valeurs que nous choisissons de porter dans chaque aspect de notre travail. L'intégrité, la probité et le respect restent au cœur de toutes nos interactions et de toutes nos décisions. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Georges Wilbert Frank, a salué l'initiative de former les cadres et employés sur le plan éthique, particulièrement à un moment où des cas de corruption sont dénoncés et sanctionnés au sein de l'administration publique. Il a affirmé que des actions concrètes doivent être posées pour rétablir la confiance du public. Suivons-le. Je voudrais avant toute chose saluer cette initiative pour sa pertinence dans un contexte de dénonciation et de condamnation générale des pratiques liées à la corruption dans certaines de nos administrations publiques. Des efforts doivent être consentis et des actions concrètes doivent être conduites pour faire revenir la confiance du public dans cet organe de solidarité et d'assistance aux personnes les plus vulnérables. J'inscris donc cette initiative qui nous réunit aujourd'hui dans cette logique de quête d'éthique et d'intégrité vers un service public efficace et efficient. D'une part, mais également porté par un système administratif crédible et des agents publics motivés par l'honnêteté d'autre part. Le premier axe que je voudrais évoquer s'appuie sur l'idée que la recherche d'éthique et d'intégrité ne doit pas seulement concerner les agents publics. Elle doit aussi référer et prendre en compte ou en charge tous les acteurs et partenaires agissant dans le système de la CAS. C'est ainsi que se referme la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de nouvelles. Restez branchés à la télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.